Recevant pour un deuxième entretien le géopolitologue Antoine Delacoste. Nous avions beaucoup parlé la dernière fois du Proche et du Moyen-Orient, de l'Asie de l'Est ainsi que du conflit ukrainien, et nous avions rapidement abordé les rivalités entre les BRICS et les États-Unis. Nous allons cette fois nous concentrer davantage sur le continent africain, qui sera l'occasion de traiter le sujet de la France et des BRICS, et sur l'Europe occidentale. Vous pourrez retrouver de manière plus régulière Antoine Delacoste sur son site géochronique.fr avec un S. On commence avec des questions d'actualité. On s'intéressera à la France, mais d'abord à la Russie, avec la mort d'Alexei Navalny. Alors, qui était Navalny et pourquoi est-il mort, monsieur Delacoste? Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il est mort ni comment il est mort. Ça, il y a encore beaucoup de zones d'ombre là-dessus. Ce qui est certain, c'est que Navalny, c'est une fabrication très artificielle de l'Occident, des Américains en particulier. Navalny, d'ailleurs, à l'origine, c'est un ultranationaliste. Il faut avoir son pédigré en tête. C'est un ultranationaliste qui dépassait Poutine sur sa droite, si on peut dire. Il faut bien voir que dans l'aéropage russe, dans l'ensemble des Russes qui comptent, eh bien, Poutine n'est pas considéré comme quelqu'un de particulièrement virulent. Au contraire, il est considéré comme quelqu'un de modéré. D'ailleurs, vous vous rappelez, Prigogine, le patron de Wagner, lui reprochait son excessive modération. Et si on regarde l'histoire de cette intervention russe en Ukraine et les années qui ont précédé, la patience de Poutine a été immense. Et beaucoup d'autres, type Medvedev, l'ancien président de la Russie, seraient intervenus certainement beaucoup plus tôt. Et donc, dans cette configuration où finalement Poutine n'est pas considéré comme un des plus virulents, loin s'en faut, eh bien Navalny, lui, l'était. Il était considéré comme un nationaliste d'extrême droite russe. Par ailleurs, il avait des problèmes financiers. Il s'est livré à deux ou trois escroqueries et il a été condamné au pénal. Et d'ailleurs, la peine qu'il purgeait en Russie, qui n'était pas au goulag, hein, qui n'était pas dans un camp de concentration, qui était dans ce qu'on appelle une colonie pénitentiaire, où le régime était assez supportable, puisqu'il recevait, il pouvait communiquer avec sa famille, il recevait son avocat régulièrement, mais c'était une condamnation de droit commun. On l'a oublié ça. Donc cette personne, Navalny, a ensuite complètement viré de bord une fois qu'il a été pris en main par les Américains. En fait, les Américains ont fait, toute proportion gardée, comme Saakashvili, par exemple, en Géorgie, euh, ou comme euh, ou comme Poroshenko en Ukraine après le coup d'État de la place Maïdan en 2014, c'est-à-dire installer un homme à eux. Et donc leur objectif, c'était de parvenir à renverser Poutine un jour, soit par une révolution de palais, soit par un échec de la guerre en Ukraine. C'était ça un des calculs fondamentaux des Américains. Et à ce moment-là, ils avaient un homme à eux, c'était Navalny. Alors, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. D'abord parce que Navalny n'a absolument pas l'envergure, enfin n'avait, il faut parler parfait, n'avait absolument pas l'envergure de pouvoir présider aux destinées de la Russie un jour, le plus grand pays du monde. Il faut quand même être assez bon. Et quand on n'est pas bon, comme l'était Boris Eltsine, par exemple, le prédécesseur de Poutine, ça engendre des désastres. Donc, de toute façon, Navalny n'avait pas le niveau. Donc, il n'y serait probablement pas arrivé parce que dans l'entourage de Poutine, il y a des gens qui sont au niveau et ils auraient barré la route à Navalny assez rapidement. Et puis la Russie, c'est pas la Géorgie, c'est pas l'Ukraine. On fait pas des coups d'État aussi facilement. Donc de toute façon, ça n'aurait pas marché. Mais c'était une sorte de faire valoir que l'Occident aimait mettre en valeur, aimait valoriser, pour dire, ben voilà, il y a un grand leader démocrate qui, si les élections n'étaient pas ceci, n'étaient pas cela, n'étaient pas truquées, eh bien, pourrait devenir président de la Russie. En fait, tout cela était très, très utopique. Et Navalny, en Russie, c'est ça qu'il faut bien comprendre, représentait très peu de choses. S'il s'était présenté aux élections, mais il aurait fait 5%. Et à aucun moment, il n'était un danger électoral pour Poutine, à aucun moment. D'autres pouvaient être plus redoutables, mais lui, absolument pas. Encore une fois, il n'a pas le niveau, et les Russes le savent bien.
Alors c'est pour ça que sa mort est très très curieuse parce que d'une part il n'était pas en très bonne santé. L'empoisonnement dont on avait accusé les Russes dans un avion, il semble bien que c'était pas un empoisonnement. Les médecins allemands l'ont soigné ensuite. Si les Russes avaient voulu l'empoisonner, ils ne l'auraient pas ensuite confié aux médecins allemands à la suite de ce fameux vol où il a eu son malaise. Donc la santé de Navalny n'était pas excellente. Alors de là à penser qu'il est mort accidentellement ou qu'il est mort d'une maladie, on ne sait pas. Que les Russes l'aient tué, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. C'est exactement comme Prigogine, qui est mort dans son accident d'avion. Je vois pas l'intérêt pour les Russes de le tuer non plus. Prigogine avait rendu les armes à Poutine et il avait demandé pardon à Poutine et Poutine avait dit d'accord, on oublie parce que tu as rendu de grands services. Il a quand même gagné la bataille de Bakhmut et il a monté Wagner qui a été quand même d'une très très grande efficacité sur le front de l'Ukraine. Donc, autant je voyais pas l'intérêt de tuer Prigogine, autant je vois pas plus l'intérêt de tuer Navalny. Alors bon, ça reste une énigme pour l'instant, ça reste un mystère. On en saura plus, peut-être, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. En tout cas, on va récupérer son corps à un moment donné, donc il pourra y avoir une autopsie, donc on le saura mieux. Alors que Prigogine, évidemment, pour savoir qui a provoqué cet accident d'avion, ça risque d'être un peu plus long et un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Poutine ait donné l'ordre de Navalny parce qu'il n'y avait strictement aucun intérêt. Or, Poutine est un être rationnel, contrairement à nos dirigeants occidentaux qui sont dans la guerre de l'émotion. Lui, il n'est pas dans une guerre de l'émotion, il est dans une guerre rationnelle où il considère que les intérêts vitaux de la Russie sont en jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'arrêtera jamais tant qu'il n'aura pas gagné cette guerre. Et le jour où il gagnera cette guerre, il dira maintenant, j'ai gagné, j'arrête, on négocie, parce que c'est un être rationnel. Eh bien, cette rationalité fait que tuer Navalny, ça aurait été un acte de vengeance, un acte de haine qui ne ressemble pas du tout à Poutine, qui ne prend des décisions que lorsqu'elles sont absolument nécessaires, absolument utiles à son pays. Donc, on ne sait pas encore comment Navalny est mort, mais moi j'ai la conviction que ce ne sont pas les Russes qui l'ont tué. Les Occidentaux, c'est quand même compliqué de le tuer, mais enfin, autant pour Prigogine, je pense que c'était leur intérêt de tuer Prigogine. Et donc, il pouvait y avoir là une intervention occidentale. Autant aller là-bas au fin fond d'une colonie pénitentiaire dans le nord de la Russie pour faire tuer Prigogine, pour faire tuer Navalny, et ensuite faire porter le chapeau à Poutine, je vois pas tellement l'intérêt non plus parce que de toute façon, ça change rien au cours de la guerre, rien, et ça changera rien à l'opinion publique en Russie. Et les soi-disant manifestations qui ont eu lieu à Moscou, je sais pas si vous avez vu des vidéos sur Internet, mais ça réunissait quelques dizaines de personnes, quelques dizaines. L'impact de Navalny était quasi nul. Voilà. Donc, pense pas que ce soit les Russes. On ne sait pas encore qui c'est. On ne sait pas encore comment. Donc, il faut attendre encore un petit peu. D'accord. Sur le conflit ukrainien, une avancée de l'opération spéciale dont nous fêtons les 2 ans aujourd'hui, par la prise d'Advika par les forces russes. Alors, quel enjeu cette ville représente-t-elle dans ce conflit et quel rôle stratégique a-t-elle? Alors, c'était un enjeu important, plus important que Bakhmut l'année dernière. Vous vous rappelez tous de la bataille de Bakhmut, qui elle avait un enjeu stratégique moins important, qui était pas nul, mais qui était moins important. Simplement, au bout d'un moment, c'était devenu un conflit dans une ville où les Ukrainiens avaient engagé des forces très importantes et des forces d'élite. D'où la volonté des Russes de détruire ces forces d'élite. Il faut bien voir, il faut bien comprendre cette guerre n'est pas toujours une guerre d'enlisement, comme je viens de le lire et comme on l'entend souvent. C'est pas ça. Les Russes n'ont aucun intérêt à tout à coup faire une percée et avancer de 40 kilomètres. D'abord, ils seraient tapés par les drones, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe la guerre moderne, puis par nos chers canons César, puis par les missiles HIMARS. Ils auraient beaucoup de pertes pour pas grand-chose. Ce que préfèrent les Russes, c'est attirer les Ukrainiens et les détruire. C'est ça. Et c'est pour ça que les Ukrainiens ont des centaines de milliers de morts depuis le début et que maintenant ils sont bien embêtés parce que leurs meilleurs hommes sont morts. Tous les volontaires de 2022, bah, ils ont disparu, ils sont morts ou ils sont blessés. Enfin, il y a un nombre d'amputés absolument gigantesque parce que la plupart sont blessés ou tués par l'artillerie. Et donc l'artillerie, ça fait des dégâts terribles. Et donc quelqu'un qui se prend des éclats dans la jambe, il perd sa jambe. Donc ça fait des gens qui ne reviendront jamais sur le front.
Ça finira d'ailleurs par poser des problèmes sociaux considérables à l'Ukraine, toute cette gestion. Et donc ces gens qui sont envoyés dans des chaudrons où ils se font hacher par l'artillerie russe, eh bien, peu importe que les Russes progressent peu selon selon les critères occidentaux, ça n'a aucune importance pour eux. Ce qu'il faut, c'est détruire le régiment ukrainien qui va arriver. C'est comme ça que les Russes organisent leur guerre depuis maintenant plusieurs mois. La guerre de mouvement des premières semaines, des premiers mois, est terminée. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pour la bataille d'Advika qui vient de se terminer, ou d'Advievka, comme on veut selon les prononciations, peu importe, vous voyez à peu près où ça se situe, c'était quand même la plus grande forteresse du Donbass. Donc les médias occidentaux nous font un peu rire quand ils disent encore une victoire symbolique où les Russes ont perdu énormément d'hommes pour prendre une ville où tous les habitants avaient fui. Alors, évidemment que tous les habitants avaient fui, hein, ils sont pas maso, et donc sur 30 000 habitants, il en restait 700 ou 800, je ne sais pas comment ils ont pu survivre. Enfin, terrés dans des caves, il en restait 700 ou 800. Donc bah, maintenant, ils pourront sortir et éventuellement reconstruire leur maison. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais donc pour les Russes, l'essentiel, en l'occurrence, c'était évidemment de détruire les régiments ukrainiens qui étaient là, mais aussi de détruire ce bastion. Ça fait 10 ans que que l'OTAN préparait cette guerre. Et parmi les saillants les plus renforcés, Advievka était un des plus renforcés. Il y avait des kilomètres de souterrains, de tunnels. D'ailleurs, si l'opération russe a marché, c'est notamment parce que les Russes ont découvert un tunnel qui avait été abandonné et qui n'était pas connu des Ukrainiens, et qu'ils ont progressé de 2 kilomètres dans ce tunnel en rampant, et ça leur a permis, ils ont envoyé des forces spéciales, il y a 150 types des forces spéciales qui ont rampé dans ce tunnel, et qui sont sortis sur l'arrière des tranchées ukrainiennes. Et ça a contribué, ça c'était il y a 3 semaines à peu près, et ça a contribué à la prise d'un tiers du territoire d'Advievka, parce qu'à ce moment-là, les tranchées ukrainiennes attaquées dans le dos ont cru que l'armée russe les avait tournées, alors qu'il n'y avait jamais que 150 types, et ça a contribué, alors beaucoup se sont rendus, beaucoup ont été tués, et ça a contribué à un mouvement de panique qui après ne s'est plus arrêté. Donc cette bataille d'Advievka a supprimé le saillant le plus important dans le Donbass. Donc c'est pas une victoire symbolique, c'est une victoire stratégique. Par ailleurs, les Russes maintenant commencent à lancer des offensives de plus en plus importantes sur l'ensemble du front, parce qu'ils voient bien que l'armée ukrainienne, d'une part, s'affaiblit, et eux-mêmes récupèrent régulièrement des milliers d'hommes issus des engagements volontaires. Parce que vous savez qu'il y a eu 3 phases dans ce domaine. Je rappelle, la première phase, c'est donc l'armée russe, l'armée de métier qui attaque, et je vous rappelle qu'elle attaque avec 120 000 hommes, c'est-à-dire rien. Rien. Les Allemands, quand ils nous ont attaqués en 40, il y avait 3 millions d'hommes, vous imaginez. Et donc pour un front équivalent, voire même un peu plus grand du nord au sud, eh bien, ils attaquent avec, oui, 150 000 hommes maximum. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils voulaient négocier assez vite. Ce que Zelensky était prêt à faire, et ce que les Occidentaux ont empêché de faire. Donc, une fois que Poutine a compris qu'il était parti pour une guerre longue, il a fait une une deuxième phase avec une mobilisation. Et donc là, il a mobilisé d'office tous les réservistes, mais c'était que des réservistes, c'est-à-dire des gens de métier quand même. Il en a mobilisé à peu près 250 000, 300 000, qu'il a jeté dans la bataille à peu près 6 mois après, le temps de s'entraîner, parce que c'est pas comme les Ukrainiens où le type réquisitionné de force dans une rue d'Odessa se retrouve sur le front 8 jours après. Il a tiré 10 coups de feu dans l'intervalle. Inutile de vous dire que son espérance de vie est faible. Alors que les Russes s'entraînent des mois et des mois. Et puis ensuite, ils sont passés à une troisième phase parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils montent à 700 000, 800 000 hommes, parce que sinon ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, ils ont fait un appel au volontariat, parce qu'ils avaient épuisé les réservistes disponibles, donc ils ne pouvaient plus faire une mobilisation sans prendre des gens qui n'avaient jamais combattu, qui n'avaient jamais été dans l'armée, qui étaient donc de simples civils. Et là, il se serait heurté à un problème effectivement de consentement. Il y a le consentement à l'impôt en France, et bien là, ce serait le consentement à mourir pour la patrie. Alors, il y en a beaucoup qui sont prêts en Russie, qui sont beaucoup plus patriotes que nous, mais quand même pas tout le monde. Donc, ils ont reculé devant cette perspective et ils se sont lancés donc dans un vaste volontariat où là, il y a eu 3 à 400 000 hommes
qui se sont portés volontaires. Et ces hommes commencent à arriver au front, d'autres sont toujours à l'entraînement. Et donc, on estime que d'ici 2-3 mois, il y aura 600 à 700 000 soldats russes entraînés qui seront en ligne. En face, les Ukrainiens, c'est la courbe inverse. Ils sont partis de très haut. Donc, après la surprise des premières semaines, la guerre éclair, la prise de Mariupol, la prise de Kherson, que les Russes ensuite ont dû lâcher parce qu'ils voulaient pas se battre de haut fleuve, eh bien, dans cette configuration-là, les Ukrainiens, compte tenu de leurs pertes et compte tenu du non-remplacement des hommes qui sont sur le front, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que les permissions sont extrêmement rares et vous avez des types qui se sont engagés en février 22 et qui n'ont pas quitté le front depuis février 22. Vous en avez des milliers comme ça. Vous imaginez l'état d'épuisement physique et nerveux dans lesquels ils sont. C'est pas possible. Alors, certes, la plupart sont quand même partis 3-4 jours retrouver leur famille. Mais enfin, sur 2 ans d'une tension pareille, vous imaginez l'état dans lequel ils sont. Donc, aujourd'hui, quand Poutine laisse entendre que le temps joue pour lui, c'est absolument exact. Sur le plan des effectifs des deux armées, de leur niveau d'entraînement, de leur niveau de combativité, la dynamique est clairement russe maintenant. Donc, quand Poutine dit on ne pourra pas perdre cette guerre, je crois qu'il a raison. Il ne peut pas perdre cette guerre et de toute façon, la Russie ne peut pas, ontologiquement, en quelque sorte, perdre cette guerre. Et elle va la gagner parce que pour elle, cette guerre est existentielle. Alors que pour les Occidentaux, elle n'est pas existentielle. Pour les Américains, qui sont quand même les fers de lance, qui ont tout organisé, depuis le coup d'État de Maïdan jusqu'à Blinken, qui encore quelques semaines avant que Poutine déclenche l'attaque, disait bien sûr que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. C'était vraiment agiter le chiffon rouge pour que l'attaque se fasse. Eh bien, dans ce contexte-là, les Américains, eux, quel est leur objectif? C'est pas existentiel pour eux, c'est si loin de chez eux. Après tout, l'Américain moyen, qu'est-ce que ça va changer à sa vie que l'Amérique, que l'OTAN gagne ou perde cette guerre? Rien du tout. Alors que le Russe, à sa porte, une guerre perdue contre l'OTAN en Ukraine, qu'ils considèrent un peu comme chez eux, en tout cas pour la partie Est, c'est inacceptable. Donc, les Américains, eux, ils font ça pour affaiblir la Russie, point. Et leur grand calcul, c'était évidemment, ça tout le monde le sait, c'était de faire durer la guerre quelques mois, d'où le refus des négociations au début, pour qu'ensuite les sanctions fassent leur effet. Et, comme disait notre excellent Bruno Le Maire, le ministre des Finances, que le monde entier nous envie, eh bien, nous allons détruire l'économie russe. Eh bien, pas du tout. L'économie russe ne s'est jamais portée aussi bien. 3,5% de croissance en 2023. Qui peut en dire autant dans la zone euro? Absolument personne. Et évidemment, les sanctions sont détournées, en veux-tu, en voilà, partout avec les Chinois, les Indiens, les Iraniens, le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, l'Afrique, vous vous rendez compte. Donc, dans ce contexte-là, en effet, le temps joue pour Poutine et ils vont continuer sans chercher la guerre éclair, sans chercher à progresser rapidement, mais petit à petit par détruire l'armée ukrainienne. Alors c'est un peu terrible parce que on voit des vidéos, toutes les vidéos d'ailleurs sur Telegram ont tout à coup été, enfin tous les canaux ont tout à coup été censurés. L'État français a pris des mesures, mais je vous rassure, 3 jours après, tout était rétabli avec d'autres codes. Donc même ça, ils savent pas le faire. Quoi qu'il en soit, on voit bien sur les multiples vidéos qui existent, quand un Ukrainien se rend, le soldat russe lui parle en russe et l'Ukrainien répond en russe. Enfin, c'est une guerre affreuse de ce point de vue-là, parce que c'est une guerre entre frères, en réalité, qui aurait jamais dû exister. D'ailleurs, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de mon idée, l'Ukraine ne devrait même pas exister. L'Ouest devrait être à la Pologne et l'Est à la Russie, et puis on n'en parle plus. L'Ukraine, ça n'a jamais véritablement existé. Enfin bon, ça c'est un long débat et ce serait une émission complète, en quelque sorte. Enfin voilà, en tout cas cette prise d'Advievka, moi je considère qu'elle est stratégique et c'est une lourde perte pour les Ukrainiens. Donc de beaux jours pour la Russie. Plus à l'ouest de Exactement. ouais, plus à l'ouest de l'Europe maintenant, car l'Europe, disait De Gaulle, va de l'Atlantique à l'Oural. En Europe de l'Ouest donc, les agriculteurs en colère, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Grèce et surtout France, voient des manifestations d'agriculteurs. Alors quelles sont les raisons de leur colère et un embrasement vis-à-vis de cette raison-là est-elle possible selon vous?
Alors, les agriculteurs, c'est une sociologie très particulière. Ce sont des idées politiques aussi très particulières. Ils sont très mécontents, ils ont des tas de raisons de l'être, on va y revenir. Mais juste un petit sondage électoral en passant. Les agriculteurs, aux dernières élections présidentielles, ont massivement voté pour Emmanuel Macron. Massivement. Et donc, ils sont un petit peu déconcertants, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir un vote dit modéré, centriste, centre-gauche, appelons-le comme on veut, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, et la minorité qui bouge, eh bien, n'est pas suffisamment suivie par le gros des troupes. Et c'est assez paradoxal parce qu'ils votent pour des gens qui les enterrent et qui les enterrent vivants. Alors petit à petit, les agriculteurs français se ruinent. Et aujourd'hui, qui gagne bien sa vie lorsqu'il est agriculteur? Eh bien, vous avez des viticulteurs qui gagnent assez bien leur vie, viticulteurs dans le Bordelais. Hein, c'est pas le malheureux éleveur de bovins en Normandie qui, lui, s'il a 50 vaches, eh ben, il crève de faim. Il crève de faim, il n'y a pas d'autre mot. Et le céréalier de la Beauce, ça va bien, mais le betteravier de la Somme, s'il n'a pas des centaines d'hectares, ça va pas bien. Et globalement, vous savez que c'est le taux de suicide le plus important en France. C'est quand même une tragédie parce que c'est la France profonde, c'est nous, c'est nos ancêtres. On a tous eu des ancêtres ou des membres de notre famille agriculteurs dans le passé. La paysannerie a déjà été détruite par cette horrible guerre de 14 qui n'a servi à rien, qui a tué, comme disait René Barjavel dans ses très beaux livres, qui a tué ce qu'il y avait à peu près de mieux en France. Eh bien, on continue à tuer la paysannerie autrement cette fois. Et qui la tue? Eh bien, c'est Bruxelles, d'une part, et ce sont les écolos d'autre part, c'est-à-dire la transition écologique. C'est ça qui les détruit. On les on leur a dit, vous produisez beaucoup. Alors, ils ont produit beaucoup. Et pour produire beaucoup, il faut des engrais. On dit maintenant, non, les engrais, c'est sale. Alors, il faut arrêter de mettre des engrais. Et puis, en plus, vous utilisez du fioul. Allez, on va vous augmenter les taxes sur le fioul. Mais quand vous interrogez un agriculteur, et on a tous eu l'occasion, ou si vous ne l'avez pas encore fait parce que vous êtes trop jeune, faites-le à l'occasion, interrogez des agriculteurs, des producteurs de lait, de viande, demandez-leur quelle est leur vie. Enfin, c'est incroyable. Ils partent à peu près jamais en vacances. C'est du lundi matin au dimanche soir. Ils se couchent tôt, ils se lèvent très tôt. Ils se couchent pas tôt, pardon, ils se couchent tard et ils se lèvent très tôt. Ils n'arrêtent jamais. Et tout ça pour combien à l'arrivée? 500, 700, 1500, 2000 euros par mois. Alors, il y a une révolution sociologique aussi qui s'est passée, c'est-à-dire que les épouses, avant, elles aidaient à la ferme, mais maintenant, c'est plus possible, parce que si elles n'amènent pas un deuxième, elles n'apportent pas un deuxième salaire, eh bien, la famille ne pourra pas manger à sa faim. Alors, ils mangeront, vous me direz, le potager du jardin, ils savent faire, mais quand même, c'est indigne la façon dont ils sont traités. Et alors, l'accélérateur de tout ça, hein, vous savez, un peu comme les gilets jaunes, que ça s'est déclenché à cause de taxes. Je parlais du consentement à l'impôt pour tout à l'heure. Il est en train de disparaître en France. Il faut bien avoir conscience de ça. Le consentement à l'impôt n'est plus là parce que il y en a trop. Il y en a trop. On a le taux de prélèvement le plus élevé d'Europe. On a 48% de taux de prélèvement en France. 48%. Dont une bonne partie, on oublie de le dire, ça. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Quand on pense au prélèvement, on pense aux impôts directs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les impôts indirects, type la taxe sur l'essence. Hein. L'essence vaudrait plus de 2 fois moins cher s'il n'y avait pas les taxes pour faire vivre l'État et son train de vie démentiel. Mais il y a aussi toute l'URSSAF, il y a aussi toutes les aides sociales. Toutes les aides sociales. Quand on fait le compte des aides sociales que l'on donne à des gens qui viennent de façon illégale et qui sont chez nous sans papier et qui bénéficient quand même de logements, etc., pendant que les Français ne bénéficient de rien, il ne faut pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, eh bien, il y a un mouvement de colère. Et ce mouvement de colère, là, en l'occurrence, a été déclenché notamment pour les taxes sur le gasoil, parce que le gasoil, c'est mal, c'est laid, ça sent mauvais, ça pollue et ça accélère, tenez-vous bien, le réchauffement climatique. Alors cette folie du réchauffement climatique, c'est ahurissant parce que qu'il y a un réchauffement climatique, tout le monde le voit. Il y a moins de neige, il y a plein de. Maintenant, les Russes peuvent promener leurs marines dans l'océan glacial arctique en haut, alors qu'ils pouvaient pas le faire avant, évidemment. Mais ce qu'on veut nous faire gober, c'est que tout est de la faute de l'homme et que c'est un mouvement artificiel qui s'est produit par l'homme. En réalité, des cycles climatiques, il y en a eu tout le temps. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes
de chaleur et là, dans une période de réchauffement. Et puis, dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, eh bien, il y aura une période de refroidissement. Et là, on dira, ah, ben, comment ça se fait? Tiens, ça se refroidit. C'est comme ça, il y a des cycles. À titre d'exemple, les hivers très rigoureux du XVIIe, du XVIIIe siècle étaient tels que les gens à Paris passaient la Seine avec leurs chariots et leurs bœufs sur la glace de la Seine gelée. Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, ça se passait. On n'imagine pas ça aujourd'hui, on n'a jamais connu ça. Donc ça, le réchauffement, il a bien commencé à un moment donné où l'homme était quand même pas responsable de grand-chose. Alors, on veut nous faire gober que tout est de la faute de l'homme. Donc très bien. Alors plus de pétrole, plus de gaz, plus de gasoil. Donc on punit ceux qui s'en servent et à la place, eh bien, on détruit nos paysages avec des éoliennes notamment, qui est quand même l'abomination de la désolation. Heureusement, il y a des tas de gens qui se battent courageusement contre ça, mais pour notre identité nationale, le combat contre les éoliennes, moi je considère que c'est un combat identitaire absolument essentiel, absolument essentiel. Et alors, dans ce contexte-là, les agriculteurs, ben, on leur demande de renoncer à la productivité. Très bien. Après les avoir obligés à faire de la productivité. Très bien. Faut suivre. On les a beaucoup obligés à remembrer, c'est-à-dire détruire toutes les haies. Maintenant, on les oblige à replanter des haies qu'on leur avait demandé de détruire. Et en plus de ça, les normes pour entretenir une haie pour un agriculteur, mais vous en croiriez pas vos yeux. C'est complètement dingue. Ils ont des contrôles sans arrêt sur la façon dont ils entretiennent les haies. Il y a un agriculteur qui expliquait l'autre jour à la radio qu'il ne peut pas tailler sa haie au printemps quand ça le gêne pour ses travaux agricoles parce qu'il y a des reproductions d'oiseaux qui se font et vous avez un gars, un bureaucrate sorti de nulle part qui vient dire à monsieur, vous avez taillé votre haie, vous allez avoir une amende. Et l'agriculteur, il disait, je vous remercie, mais je connais ma haie, je connais mes oiseaux, et je suis pas non plus pour massacrer mes petits oiseaux. Et donc, ce bureaucrate qui a jamais vu un oiseau de sa vie, qui a jamais vu un nid de sa vie, eh bien, lui a collé une amende parce qu'il avait taillé de sa haie trop tôt, selon les normes bruxelloises. Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé. Il faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, vulgairement parlant, ben, il pète un câble, comme on a vu ce matin. Je sais pas si vous avez vu les images à la télévision. Je regardais ça sur CNews à 8 heures. Et ben, il y avait des agriculteurs, c'est des braves gens qui venaient de partout, qui travaillent tout le temps, et ils étaient là, on leur a collé les CRS en face, et il y avait Macron qui s'agitait et qui hurlait en disant je suis contre la violence, je suis contre la violence, c'est très bien. Et l'Élysée a invité pour le grand débat qui devait avoir lieu et qui a été annulé, eh bien une association dont elle avait elle-même demandé la dissolution. Mais je vous rassure, autant quand on demande la dissolution d'un mouvement identitaire, c'est accepté par le Conseil d'État, mais quand c'est un mouvement écolo d'extrême gauche, c'est refusé par le Conseil d'État. Bienvenue en France. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant à noter, et c'est sans doute une des premières fois, et donc faut surveiller ça de près, qu'il y a en effet autant de pays européens qui sont touchés. Les Espagnols ont commencé, les Hollandais avaient déjà commencé l'année dernière. On l'a oublié, mais il y avait eu des manifestations extrêmement violentes dans les grandes villes hollandaises avec les paysans hollandais qui étaient venus avec leurs tracteurs qui se sont fait réprimer avec une violence, j'ai vu des images mais saisissantes. La Hollande, qui est censée être le pays le plus un des plus libéraux d'Europe. Ah bah alors là, pour défendre le libéralisme et la liberté de se droguer partout, là c'était bon. Là pour les agriculteurs, ça a été extrêmement violent. Enfin, en tout cas, ça avait démarré l'année dernière aux Pays-Bas et ça continue. Et les Allemands, vous avez peut-être suivi ça ces dernières semaines, ils étaient dans Berlin, là, à tenir l'avenue Unterferlinden, au pied de la porte de Brandebourg. Eh bien, il y a une révolte générale. Il y a une révolte générale qui est déclenché, alors à court terme, même si vous avez compris que structurellement c'est un très vieux mouvement d'affaissement de l'agriculture contre lequel les derniers survivants essayent de lutter, essayent d'empêcher, eh bien sinon le fond de l'affaire c'est la transition écologique. Et cette transition écologique c'est une transition violente, c'est une transition hostile. Donc dans ces conditions, ben, la révolte du monde paysan est absolument inévitable. On leur demande l'impossible. Et pour cet impossible, eh bien, ils sont très mal payés. Ça ne peut pas tenir. Et donc, j'espère qu'ils vont aller un peu plus loin que les autres fois, qu'ils vont pas se laisser avoir par des promesses fallacieuses et que cette fois, ils vont aller plus loin dans leurs revendications et exiger une pause dans cette transition énergétique qui est une folie.
Donc quel avenir pour l'agriculture au sein de l'Union européenne, dans ces conditions-là? Bah, dans ces conditions-là, on peut pas être très optimiste pour l'avenir de l'agriculture, mais heureusement, il y aura toujours besoin d'une agriculture. Simplement, il y a un moment donné, Emmanuel Macron parlait de cohérence ce matin, mais qu'il balaye devant sa porte. On n'a jamais autant importé de poulet ukrainien. Et il faut voir ce que vaut le poulet ukrainien. N'achetez pas de poulet ukrainien. Il est bourré d'antibiotiques, d'hormones et de tout ce qu'on veut. On importe d'Amérique du Sud. On a encore signé l'autre jour un contrat avec le Chili. Qu'est-ce qu'on a besoin de signer un contrat avec le Chili d'importation à prix préférentiel de produits agricoles? Mais c'est insensé, insensé. Alors il faut accepter que ce soit légèrement plus cher, quitte à garder certains produits à bas coût, les centres Leclerc et autres qui savent très bien jouer les innocents, mais que ça vient aussi euh, écraser les coopératives agricoles par des prix d'achat extrêmement bas, ils sauront toujours faire des prix bas. Faisons aussi de la qualité et surtout arrêtons d'importer du monde entier, du monde entier. On est parfaitement capable d'élever des moutons. Eh ben, on importe des moutons de Nouvelle-Zélande, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ça? Remettons un petit peu de cohérence. Et là, l'avenir de l'agriculture pourra de nouveau être évoqué avec un petit peu plus de confiance que maintenant. Avec le pouvoir croissant de Bruxelles, en particulier de la Commission européenne, beaucoup s'interrogent et certains se demandent: se dirige-t-on vers une Europe, fédérale? Alors l'Europe fédérale n'est pas pour demain. Ça fait très longtemps que les européistes rêvent de l'Europe fédérale. Ça va pas marcher cette histoire parce que déjà, il faudrait se mettre d'accord sur des institutions fédérales. Bonjour. Il y en a pour quelques années à se mettre d'accord. Et puis on fait quoi? On fait une élection au suffrage universel avec des pays qui ont des institutions, somme toute, très différentes, même si ce sont tous des démocraties libérales, mais quand même. Les traditions parlementaires sont pas du tout les mêmes. On voit bien d'ailleurs que le fonctionnement du Parlement européen est calamiteux. Le Parlement européen, faites-vous plaisir aux élections européennes, soit, mais le Parlement européen ne sert à rien. Hein, ne vous faites pas trop d'illusions. La Commission de Bruxelles sera toujours à la manœuvre, toujours. Donc, dans ces conditions, une Europe fédérale, mais c'est comme si elle était faite. C'est comme si elle était faite puisque c'est la Commission de Bruxelles qui s'est auto-arrogé le droit de finalement présider l'Europe, auto-arroger ce droit. Et on le voit très bien dans la guerre en Ukraine. Ursula von der Leyen est devenue la pire va-t-en-guerre qui soit. Eh bien, au nom de quoi? Au nom de quel mandat? Elle a aucun mandat pour ça. Aucun. Elle agit comme si elle était la présidente de l'Europe. Donc il n'y a pas d'Europe fédérale. Il y en aura probablement jamais, Dieu merci. Mais en tout état de cause, les gouvernements européens ont en quelque sorte confié énormément de pouvoir à la Commission de Bruxelles et ont abdiqué une grande partie de leurs compétences sans aucune raison, aucune. Madame von der Leyen a encore pris le train pour aller à Kiev et elle est descendue de la gare de Kiev hier ou avant-hier, mais, à quel titre? À quel titre? C'est ça qui est absolument incroyable. Et on se laisse faire. Monsieur Thierry Breton, commissaire européen, ancien ministre des Finances, qui a tout raté d'ailleurs, français, eh bien lui, il a lancé la mobilisation générale pour construire 1 million d'obus, fabriquer, pardon, 1 million d'obus qu'on enverrait à l'Ukraine. Mais où est sa compétence pour décider de fabriquer 1 million d'obus? Nulle part. Ces gens s'arrogent des pouvoirs et le drame, c'est qu'en face, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand vous avez en face de vous Emmanuel Macron, bah, vous savez que vous pouvez y aller, ou Schulz, l'écolo allemand, dont l'incompétence est quand même reconnue même par les Allemands maintenant, eh bien, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Et donc, comme la nature a horreur du vide, la Commission de Bruxelles s'arroge des pouvoirs qu'elle n'avait pas et va sortir considérablement renforcée de tous ces événements. Alors, comme elle n'est pas complètement idiote, encore que, mais bon, mettons qu'elle soit pas complètement idiote. Elle a lâché du lest sur l'agriculture, parce qu'il faut lui demander l'autorisation de lâcher du lest aux agriculteurs. Pas de leur lâcher 100 millions, ça on peut le faire, mais pour telle norme qui change, tel produit phytosanitaire qui peut à nouveau être utilisé, ça, il faut l'accord de la Commission de Bruxelles. On a abdiqué ce pouvoir-là. Le seul intérêt de l'Europe, je reviens un tout petit peu en arrière, dans les années 60-70, c'était la fameuse PAC, la politique agricole commune. Et cette politique agricole commune avait, il faut le reconnaître,
une certaine efficacité. Et nos agriculteurs français, à l'époque, en ont pas mal bénéficié. On a démantelé la PAC, il reste plus rien. Et maintenant, il y a les normes. Alors, elle a lâché du lest sur les normes, mais sauf pour l'Ukraine, le poulet hormoné ukrainien va continuer à venir chez nous, il y a pas de problème. Mais dans ce contexte-là, l'Europe fédérale, c'est plus le débat. Et puis de toute façon, déjà, ils sont bien embêtés avec une liste RN prévue à près de 30% et une liste macroniste, dont c'est même pas d'ailleurs qui sera la tête de liste, à des scores assez faibles, qui parle d'Europe fédérale, et puis ce sera plus 30, ce sera 40, alors qu'ils y aillent. Mais de toute façon, ça ne se fera pas. Diriez-vous que la France reste toujours souveraine, notamment sur le plan diplomatique, au sein de ces organisations supranationales? Écoutez, le problème de la France, c'est que elle a eu une diplomatie forte et originale pendant un certain temps, pendant même des siècles. Sous l'Ancien Régime, il y avait une diplomatie forte et originale qui a continué tout au long du XIXe et tout au long du XXe siècle. Et si on prend donc la période la plus récente, celle de, mettons, de la Ve République, eh bien, cette période a vu une diplomatie française qui avait son originalité. De Gaulle, avec à juste titre, est sorti de l'OTAN, et à partir de ce moment-là, on a retrouvé une autonomie diplomatique qu'on avait perdue avec la Quatrième République. Et cette autonomie diplomatique s'est traduite par quoi? Mais par une véritable originalité par rapport à la politique américaine. Et ça se traduisait notamment au Proche-Orient. Il y avait une politique proche-orientale française. Alors ces détracteurs disaient oui, on connaît la politique pro-arabe de la France. Non, c'était plus compliqué que ça. C'est que la France plus subtile, la France parlait à tout le monde. Aujourd'hui, avec les déclarations d'Emmanuel Macron juste après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, eh bien, il a pris parti à 100% pour Israël. Il a fait une proposition absurde de force d'action rapide que personne n'a suivi, que personne n'a écouté. Il s'est ridiculisé. Et depuis, on ne l'entend plus sur ce sujet-là, où il n'a rien à dire. Rien à dire. Et sur le sujet de la politique arabe, ça vient d'assez loin finalement. Ça vient d'assez loin, c'est parti euh, en quelque sorte depuis les années Mitterrand. Les années Mitterrand représentent de ce point de vue-là un grand tournant dans la politique diplomatique française. Les années de Gaulle, Pompidou et même Giscard étaient des années où il y avait une vraie originalité, où la voix de la France comptait. On avait des amis en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël, en Palestine, en Égypte, la voix de la France comptait. Il y avait des communautés françaises importantes, il y avait des collèges français importants, il y avait une vie intellectuelle, les lycées internationaux français étaient extrêmement réputés. Et puis, on est passé progressivement à partir de Mitterrand, mais le phénomène n'était pas encore trop accentué. Avec Chirac, il y a eu une petite stabilisation, et ensuite l'effondrement est venu avec Sarkozy, qui a décidé que la France réintégrerait l'OTAN. Et à partir de ce moment-là, avec en plus les nullités derrière de François Hollande et d'Emmanuel Macron, vous pensez bien que ça pouvait plus, on ne pouvait plus se redresser. Eh bien, puisqu'on ne peut plus se redresser, que fait-on? On joue à la diplomatie de l'émotion. Tout est dans l'émotion. J'en parlais tout à l'heure pour la guerre en Ukraine, où pour les Russes c'est une guerre existentielle, pour les Européens c'est une guerre de l'émotion, et pour les Américains c'est une guerre du cynisme. Eh bien, en ce qui concerne la diplomatie, c'est exactement ça. On est dans la diplomatie de l'émotion. Et vous vous rappelez quand il y a eu la guerre en Syrie? La guerre en Syrie, c'était quoi? C'était des islamistes déguisés en rebelles modérés, comme disaient nos grands journaux, rebelles modérés. Fallait voir la tronche des rebelles modérés, si vous me permettez l'expression. Eh bien, c'était des islamistes contre le régime de Bachar el-Assad. Très méchant, le régime de Bachar el-Assad. Amis russes, en plus, le régime de Bachar el-Assad. Et soutenu par les Iraniens. Alors, des tas de raisons de détester la Syrie. Eh bien, qu'a fait la France alors qu'elle avait des liens très anciens avec la Syrie et qu'il y avait dans l'entourage du régime alawite de Bachar el-Assad, il y avait des francophiles
qui connaissaient la France depuis longtemps, qui connaissaient son histoire, sa littérature, et avec qui il y avait des échanges qui étaient constants. Et il y avait également les services secrets syriens, qui échangeaient beaucoup d'informations avec les services secrets français. Et comme il y a beaucoup d'islamistes qui partaient de Syrie pour aller en France, eh bien, les services secrets syriens renseignaient les services secrets français. Il y avait des échanges de bons procédés, discrets, et on a toujours considéré, en tout cas certains diplomates, sous le manteau, ont dit qu'on aurait pu éviter les attentats du Bataclan si on n'avait pas coupé nos liens avec la Syrie. On a coupé nos liens avec la Syrie parce que Bachar el-Assad était méchant. Mais ça consiste quoi en quoi ça consiste de dire d'un dirigeant qu'il est méchant ou pas? Il est là, le dirigeant. Alors, soit on a intérêt à traiter avec lui, soit on n'y a pas intérêt. On avait tout intérêt à traiter avec la Syrie. Non seulement à cause des informations qu'elle nous donnait, mais en plus c'est un emplacement stratégique. On ne peut pas couper les ponts avec un pays aussi important. Pourquoi il y a eu une telle guerre en Syrie? Parce que stratégiquement, le Qatar et l'Arabie saoudite avaient intérêt à détruire ce régime alawite pour le remplacer par un régime sunnite, pour des questions notamment pour le Qatar, de passer le gazoduc par la Syrie pour rejoindre ensuite la Turquie, avec lequel le Qatar est très lié. Donc il y avait des tas de stratégies extrêmement importantes derrière cette guerre en Syrie. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a coupé nos liens avec la Syrie et on a fermé, à l'époque c'était c'est Anne Batté d'Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères, il a fermé l'ambassade française en Syrie. Ça, c'est une décision tragique. Et c'est la fin de la diplomatie. À partir du moment où vous fermez votre ambassade, parce que vous considérez que le régime syrien n'est pas gentil, parce qu'il fait la guerre contre les islamistes qui veulent le renverser, mais où est-on? À quel niveau intellectuel on est? Et puis la diplomatie, ça consiste en quoi? À discuter qu'avec les gens qu'on aime? Mais c'est plus de la diplomatie, alors ça sert à rien. Donc la diplomatie, ça consiste précisément à discuter avec des gens aussi qu'on n'aime pas, avec des gens avec qui on peut être éventuellement ennemi pour éviter les guerres, pour échanger des informations, pour voir où en est l'évolution générale. C'est comme ça que ça fonctionne, une diplomatie. Eh bien, on a coupé les liens avec la Syrie. Plus de diplomatie. On a oublié que la diplomatie consistait aussi à discuter avec des gens dont on pouvait condamner les actions par ailleurs, mais on continue à discuter. Savez-vous que pendant cette guerre en Ukraine, il y a des conseillers de Poutine qui se parlent régulièrement avec des conseillers du Pentagone, de Biden? Ils se parlent régulièrement. Parce que les uns et les autres sont plus intelligents que nous autres, Européens. Parce qu'ils savent que pour éviter de se couper complètement, eh bien, il faut continuer à se parler. Et vous avez les services secrets russes et les services secrets américains qui échangent régulièrement pour éviter tel dérapage. Alors évidemment, ils s'aiment pas, mais ils se parlent. Ils ont compris que c'était nécessaire de se parler pour éviter un dérapage qui pourrait éventuellement être nucléaire. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Mais la France n'est pas là-dedans, l'Allemagne n'est pas là-dedans, le pays scandinave, alors c'est le délire complet, l'Italie complet aussi. Eh bien, même avec Giorgia Meloni, qui est plus atlantiste que les atlantistes, eh bien, on en est où? On en est à l'émotion. Il est méchant, donc on lui parle plus. Terminé. C'est plus de diplomatie, ça. Donc nous avons renoncé à la diplomatie pour rentrer dans la dictature de l'émotion, et cette dictature de l'émotion, qui l'entretient? Les médias. Il y avait un très bon titre du géopolitologue Pierre Conessa qui s'appelait Vendre la guerre ou La fabrique du consentement. Je mélange peut-être deux auteurs, peu importe. Enfin, en tout cas, il y avait deux livres très intéressants là-dessus. Vendre la guerre et La fabrique du consentement. Et donc, il faut fabriquer le consentement à une guerre. Quand on décide un jour que la Serbie doit lâcher le Kosovo, eh bien, on lance une grande campagne de presse, de désinformation complète, totale, sur des pseudo-massacres serbes, le massacre de Rakac, qui a été parfaitement mis en scène, relayé par les services secrets anglais, toujours à la manœuvre dans les mauvais coups, et allemands en l'occurrence. Et ainsi, on a montré n'importe quelles images, on a fabriqué n'importe quoi, la fabrique du consentement, et au bout d'un moment, les opinions occidentales étaient mûres, les Serbes étaient très méchants, c'était notre allié historique depuis, bon, bref, et c'était mûr pour qu'on bombarde la Serbie. Et donc on a fait ça, et l'armée française y a participé brillamment. On a tué 4000 civils serbes qui n'avaient rien demandé à personne, et on a dit aux Serbes, maintenant, vous lâchez le Kosovo. Et le Kosovo, aujourd'hui, eh ben, c'est un gentil État islamo-mafieux, avec la plus grande base américaine qui s'est installée là-bas. Voilà comment ça a fonctionné. Voilà comment fonctionne la fabrique du consentement. Donc, ça n'est plus de la diplomatie.
on poursuit une idéologie, soit aux ordres des Américains, c'était le cas de la Serbie, hein, c'était une opération américaine à la base, soit les Européens, c'est le cas de la Libye, hein, c'est une idée de Sarkozy d'avoir détruit la Libye, permettant à des millions de migrants après de venir chez nous tranquillement en traversant la Méditerranée, ce qu'ils ne pouvaient pas faire du temps de Kadhafi. Non pas que Kadhafi fut très sympathique, mais enfin au moins il tenait son pays, que plus personne ne tient aujourd'hui. Mais c'était l'émotion parce que Kadhafi allait tuer les islamistes de Benghazi. Alors puisqu'il allait tuer les islamistes de Benghazi, c'était pas bien. Alors on avait débaptisé islamistes, ça devenait les habitants de Benghazi. Et pour éviter un massacre, sauver des vies, hein, comme on nous disait au Covid avant de nous enfermer, c'est pour sauver des vies. Ah bon, oui, alors si c'est pour sauver des vies, allons-y, on va en tuer beaucoup plus, mais c'est pas grave. Donc il n'y a plus de diplomatie française, nous sommes dans l'émotion organisée et maîtrisée par nos médias. Voilà la situation. C'est pas gai, hein, ce que je vous raconte. Pas tellement. Donc une diplomatie de l'émotion. Pour les relations franco-africaines, un terme revient souvent, la France-Afrique. Pouvez-vous nous parler de ses origines et ce dont il s'agit? Alors, la France a décolonisé l'Afrique de plusieurs façons, pacifiquement et non pacifiquement. Non pacifiquement, c'est l'Algérie, c'est tout le drame de l'Algérie française et de sa fin terrible. Et donc, je ne reviens pas là-dessus, c'est un cas tout à fait à part. Pour le reste, et notamment pour l'Afrique noire, eh bien, nous avons décolonisé en quelque sorte en douceur. C'était la volonté de De Gaulle en 1962. Et progressivement, on a donné l'indépendance à tous ces pays de l'Afrique, ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. On a dessiné des frontières qui avaient déjà été un petit peu dessinées, mais toujours par nous, fin 19e, selon des critères quand même assez subjectifs. Il y a certaines ethnies, certaines tribus qui se retrouvaient à cheval sur deux, voire trois pays, c'était quand même pas très malin. Mais enfin, globalement, on avait fait ça sans, en quelque sorte, enfin, sans de bain de sang, ça c'est sûr, contrairement à l'Algérie, contrairement aux Belges, au Congo belge, et en gardant de bonnes relations avec ses chefs d'État. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé la France-Afrique. La France-Afrique, ça commence à partir donc de la décolonisation. Et là, on a fait des choses bien et des choses un peu moins bien. On a beaucoup contribué à la corruption de ces dirigeants africains. On leur donnait beaucoup d'argent. Les mallettes de billets circulaient. Ils étaient achetés pour rester amis de la France, accueillir des bases militaires françaises, ce qui permettait de stabiliser les régimes, d'empêcher des mouvements. À l'époque, c'était des mouvements éventuellement marxistes qui pouvaient menacer un régime avec lequel on avait des amitiés. Et puis, en échange, eh ben, ils finançaient les campagnes électorales en retournant une partie des mallettes. C'était la France-Afrique. Alors il faut pas non plus tomber dans la caricature des mallettes de billets qui circulaient, même si c'était tout à fait réel. Ça a eu son utilité aussi. C'est-à-dire que ça a préservé les intérêts de la France, notamment en matière d'énergie, de minerais, tout ce que le sous-sol africain contient, eh bien, la France avait sa part, et ça lui permettait d'acheter à des prix plus que raisonnables, eh bien, toute une série de minerais, et chacun y trouvait son compte. La morale n'était pas toujours sauve, loin de là, mais ça entraînait somme toute une certaine stabilité. Et à l'époque, on n'était pas dans la diplomatie de l'émotion. Et donc, ces pays qui n'étaient pas tous démocratiques, loin de là, et ben, de temps en temps, il y avait des opposants qui disparaissaient, qui étaient partis en prison, qui on retrouvait assassinés quelque part. Et les Français, qui savaient très bien ce qui se passait, généralement ils savaient précisément qui avait tué qui, on avait des services secrets très efficaces. Cette France-Afrique était dirigée notamment par un homme discret qui s'appelait Focard, les réseaux Focard. Donc il était toujours très bien informé et il renseignait très bien l'Élysée sur tout ce qui pouvait se passer dans ces pays d'Afrique. Et en général, tant que c'était à peu près discret, on fermait les yeux. Et bah ouais, il y a un opposant qui est mort. Bon, bah, voilà. Et puis de temps en temps, on organisait un coup d'État parce que le dirigeant a voulu prendre trop d'autonomie. Bref, on manœuvrait tout ça au mieux de nos intérêts, en dehors de toute émotion. Je vous dis, la morale n'était pas toujours sauve, c'est entendu. Mais comme on est passé maintenant dans l'émotion, et qu'en plus de ça, il y a eu un nouvel événement qui n'existait pas du tout du temps de la France-Afrique des années 60, 70 et même encore 80, eh bien, c'est l'apparition de l'islamisme.
Le problème ne se posait absolument pas dans les années 60-70, dans les années gaullistes. Et elle s'est posée, et ça a commencé à se poser après, où là, l'islamisme a tout changé. L'islamisme a tout changé parce qu'il a fallu prendre des mesures pour éviter une extension trop importante, notamment ces dernières années. Mais parallèlement, comme on est entré dans la diplomatie de la morale et de l'émotion, eh bien, et que les droits de l'homme n'étaient pas davantage respectés dans toute une série de pays, notamment du Sahel, eh bien, on a commencé à leur faire la morale. On a dit, c'est pas bien. Là, il y a des opposants, il y a des opposants politiques en prison. Et il y en a toujours eu. Alors, non, 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 il faut le libérer. Alors, les chefs d'État disaient trop rien au début, puis ça a fini par agacer. Ils parlaient d'ingérence. Et la grande différence, c'est que ces chefs d'État, quand ils recevaient après un dirigeant russe, chinois, même américain, ben on leur parlait jamais de droits de l'homme. Les Américains font semblant de parler de droits de l'homme et dans le fond ils s'en fichent. Les Européens parlent de droits de l'homme et ils s'en fichent pas. C'est bien ça leur erreur alors que ça les regarde pas. Et quant aux Chinois et aux Russes, vous pensez bien que c'est le cadet de leurs soucis. Ils sont là pour s'installer commercialement pour les Chinois, plus stratégiquement pour les Russes, et de savoir que Tartampion est en prison parce qu'il a organisé une manifestation contre le chef d'État, eh bien, c'est pas leur problème. Et de même que les Russes demandent qu'on ne se mêle pas de leurs problèmes, ou les Chinois, eh bien, c'est exactement la même chose. À rebours, ils ne se mêlent pas des affaires des autres. Ce serait d'ailleurs assez bien qu'on prenne la mesure de cela. Il y a des prisonniers politiques dans un certain nombre de pays, et là, ça nous est complètement égal. Alors qu'il y en a en Arabie Saoudite, il y en a en Qatar, aucune importance, parce qu'on a trop besoin d'eux. Alors pourquoi est-ce qu'on embête le président du Niger ou du Mali? Parce qu'il y en a. Enfin, il y a un moment donné, il faut être cohérent, et on n'est pas cohérent. C'est ça aussi le problème. Alors petit à petit, ces pays du Sahel, eh bien, ils ont fini par être agacés par la présence de la France. Alors la France est intervenue, il y a eu l'opération Serval, qui a empêché, dit-on, les colonnes islamistes qui descendaient vers Bamako de prendre Bamako et donc de faire du Mali une république islamiste. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment l'intention de prendre Bamako, c'était quand même compliqué, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Bon, on est intervenu, on leur a mis une pilée, c'est très bien. Le problème, c'est qu'après, on a lancé l'opération Barkhane. Alors, l'opération Barkhane, c'est l'erreur majeure. Parce que l'opération Barkhane, ça a consisté à donner à nos hommes, qui sont à peu près 3000, une mission consistant à surveiller tout ce qui se passe sur un territoire grand comme l'Europe. Donc c'est drôle. C'est drôle de dire à 3000 hommes, vous allez surveiller tout ce qui se passe. Autant ça avait un sens quand vous avez des colonnes djihadistes bien repérées qui descendent pour attaquer une ville, autant là ça a un sens. On envoie nos hélicos, ils tuent tout le monde et on n'en parle plus. Autant après dire, vous allez surveiller en permanence pendant des années un territoire grand comme l'Europe avec 3000 hommes, c'est une blague. C'est une blague, ça peut pas marcher. Alors évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et en plus de ça, on n'a pas vraiment demandé l'avis de ces habitants de ces pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont les trois principaux concernés dans ce qui est devenu aujourd'hui l'anti-France en quelque sorte. Et donc petit à petit, il y a des mouvements de colère qui sont intervenus dans le pays, sur lequel se sont appuyés eh bien, des militaires notamment, pour déclencher des putschs successifs. Et donc vous avez eu des putschs dans plusieurs pays qui ont mis au pouvoir des militaires anti-français et qu'on dit aux Français maintenant vous partez. Vous partez parce que ce que vous faites c'est une occupation. Vous occupez notre pays, on vous a rien demandé, vous vous en allez. Et le plus drôle, si je puis dire, c'est le cas du Niger. Parce que le cas du Niger, donc il y a eu un coup d'État, le pro-occidental est en prison maintenant, et arrivent donc eh ben, des putschistes qui disent aux Français, bon, ben, les Français, vous partez. Et les Français disent, mais de toute façon, on ne veut pas discuter avec vous parce que vous êtes méchants. Donc les Français s'en vont, les méchants. Puis ils disent aux Américains, vous aussi, vous partez parce qu'on va préférer les Russes et les Chinois. Puis les Américains disent, oh, attendez, on va discuter parce que nous, on ne pense pas que vous êtes méchants. Et alors que les Américains avaient poussé les Français et les autres Occidentaux vaguement présents, enfin beaucoup moins, c'était surtout les Français, à couper leurs relations avec ce régime abominable qui venait de faire un coup d'État et qui venait d'emprisonner ses opposants, eh bien, une fois que la France a coupé les ponts, stupidement, eh bien, les Américains, eux,
eh bien, se sont réconciliés avec le Niger parce qu'ils sont pragmatiques. Ah, ils sont cyniques aussi parce qu'ils nous ont poussés à la faute. Donc, on n'avait qu'à pas non plus se faire berner de façon aussi bête. Et alors, pendant que nos militaires plient bagages, eh bien, les bases américaines au Niger, ben, pour l'instant, elles restent. Pas de problème. Donc, les Américains ont beaucoup mieux manœuvré que nous. Mais c'est sûr, c'est que ces pays regardent maintenant beaucoup plus du côté du Proche-Orient, avec lequel ils ont des accointances fortes, d'autant qu'il y a beaucoup de musulmans dans ces pays-là, et puis la Russie, la Chine et même la Turquie, et un peu les États-Unis. Alors vous avez tout ce jeu-là qui se fait, et qui se fait dans le cadre, on en parlait la dernière fois, d'une confrontation en quelque sorte entre ce qu'on appelle maintenant le Sud global et l'Occident. Et c'est là où on s'aperçoit que l'Occident se coupe de plus en plus du reste du monde. Parce que le Sud global, ça devient, au bout du compte, à peu près tout le reste du monde. Quoi qu'il en soit, la France-Afrique, c'est bel et bien terminé. La présence de la France dans ces trois pays du Sahel que j'ai cités s'est perdue pour un bon moment. La France reste vaguement présente dans des pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, mais là aussi, c'est quand même en train de disparaître. Et puis, ce bon Emmanuel Macron, c'est lui qui est en train de donner le signal du départ, ou tout au moins de la diminution des bases françaises dans des pays comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire, parce qu'il considère que finalement, ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien, c'est quand même extraordinaire, parce que d'abord, ce sont d'anciennes colonies françaises. Donc, si on avait joué notre rôle, en dehors du rôle de donneur de leçons humanitaristes, si on avait joué véritablement notre rôle, on pourrait toujours avoir une place importante et bénéfique pour nous. Or, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? On cherche de faire du prêchi-prêcha droit de l'homiste, et où sont les intérêts économiques de la France? C'est ça qu'il faudrait voir. Ces pays sont gorgés de ressources, et les autres ont bien compris. Et nous, on est en train de s'en aller. Alors, on est poussé dehors à cause de nous, à cause de nos fautes. Et quand c'est pas de notre faute, eh bien, de nous-mêmes, on va s'en aller. Et donc, la présence de la France en Afrique, bientôt, ne sera plus que symbolique, et on achètera, ils nous continueront à nous vendre, parce qu'ils ont besoin de vivre, mais on achètera au prix fort. Alors, il ne faudra pas se plaindre. Donc, c'est la fin de la France-Afrique, à laquelle on assiste, et tout ça par une accumulation d'erreurs. Et le pire, c'est que dans tout ça, ça n'est même pas pensé à l'avance. On ne se dit pas on va avoir une stratégie, on va se retirer du Sahel pour telle raison, puis aller là. Non, c'est au coup par coup. Au coup par coup, sans jamais aucune vision d'ensemble. C'est exactement ce qu'on fait en Ukraine. On aide l'Ukraine, il ne faut pas que l'Ukraine perde. Ah, très bien. Mais pourquoi faire exactement? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN? Vous avez entendu un dirigeant français dire je veux que l'Ukraine entre dans l'OTAN? Non. Pourtant, c'est une des causes directes de la guerre. Poutine ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Lui, il l'a dit, c'est clair. Les Américains ont dit l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN. C'est clair. Mais nous, est-ce que Emmanuel Macron s'est exprimé là-dessus une seule fois? Jamais. On ne sait pas ce qu'il pense. Alors on fait quoi après? On fait gagner l'Ukraine, mais de toute façon on ne la fera pas gagner. Mais pourquoi faire? Quelle est la sortie de crise? Rien. Et ce qui se passe en Afrique, c'est exactement, on est au même niveau intellectuel dans tout ça. Et alors, le pire dans cette configuration diplomatique calamiteuse, c'est que Macron a été exaspéré par la résistance des diplomates à son absence de stratégie géopolitique en quelque sorte, et il est en train de détruire le Quai d'Orsay. Alors c'est pas que j'ai une affection folle pour le Quai d'Orsay, où il y a vraiment des idéologues là-dedans gratinés, des russophobes congénitaux pathologiques, mais tout de même il y avait du métier. Des gens qui ont été diplomates, notamment au Proche-Orient, c'était quand même du très haut niveau, du très haut niveau. Ils avaient une connaissance et puis des réseaux qui étaient tout à fait exceptionnels. Et on est en train de détruire ça. C'est exactement, si vous voulez, le grand symbole, c'est la nomination de Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. Donc c'est l'ancien compagnon de Gabriel Attal. Hein, on vit une époque formidable. C'est l'ancien compagnon de Gabriel Attal qui, la première fois qu'il s'est exprimé sans papier, a fait à peu près 5 fautes de français en 10 phrases. Et donc, son incompétence dans ce domaine-là
est absolue, totale. Donc on va toujours être dans l'émotion, parce que ça, on sait toujours faire de l'émotion. Donc on va être toujours dans l'improvisation, aucune vision d'ensemble. Et on a mis comme ministre des Affaires étrangères, et c'est tout un symbole, quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est rare à ce point-là quand même. Il y a une époque, je me rappelle, il y avait un ministre des Affaires étrangères, vous êtes tous trop jeunes, vous n'avez pas connu, il s'appelait Michel Jobert. Michel Jobert, c'était, alors je sais plus si c'était sous Pompidou ou sous Giscard, mais alors lui, il avait revendiqué la politique arabe de la France au Proche-Orient. Mais il fallait voir le niveau. On pouvait ne pas être d'accord, mais quel niveau? Et il était écouté de tous les dirigeants arabes. Et résultat, comme il était écouté de tous les dirigeants arabes, même les Israéliens le recevaient et il discutait avec eux. Et parce que il avait l'oreille des dirigeants arabes. C'était une époque où la France rayonnait, encore, encore. Et là aujourd'hui, bah, c'est tout un symbole. On a Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. C'est tout un symbole. Alors, quels intérêts a et aurait la France en Afrique, justement? Bah, la France avait un intérêt en Afrique essentiellement économique, parce que on est trop petit maintenant pour avoir un intérêt véritablement géopolitique, comme peuvent l'avoir les Russes ou les Américains. Mais on avait des intérêts économiques, comme l'ont les Chinois, comme l'ont les Turcs. Les Turcs, il y a un peu de géostratégie aussi. Mais leur intérêt, notre intérêt, c'était de bénéficier d'échanges commerciaux avec l'Afrique que l'on maîtrisait parce qu'on était amis des dirigeants. À partir du moment où on se fait foutre dehors comme des malpropres, pardon pour l'expression, on se fait mettre à la porte comme des malpropres, eh bien, on ne peut plus avoir d'échanges commerciaux avec des gens avec qui on s'estime, avec des gens avec des gens qu'on connaît bien. Et donc, on va subir tout ça exactement comme on subit le gaz algérien depuis 1962. Exactement de la même façon. Donc, on avait grand intérêt et ça va une fois de plus nous coûter cher, un peu comme le gaz russe. Enfin, on impose au retrait des troupes françaises en Afrique l'installation de la Russie dans ce même pays. Quel lien y a-t-il entre les deux et quels sont les intérêts de la Russie dans ces pays-là? Alors, la Russie fait à peu près ce qu'on a fait dans les années 60-70. C'est-à-dire que son premier intérêt est économique. Comme je vous l'ai dit, l'Afrique regorge de ressources naturelles. Et donc, à partir du moment où on est ami du régime, eh bien, on les exploite plus facilement que lorsqu'on n'est pas ami du régime. Et donc les Russes ont mis dans la balance, eh bien, notamment la milice Wagner et des services secrets assez efficaces qui protègent le régime. Donc, les Russes s'installent progressivement. Ils ont mis la main sur la République centrafricaine déjà, et ils vont continuer évidemment avec le Sahel, les trois pays que j'ai cités, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc, dans cette configuration, les Russes ont une vision économique, mais également stratégique, parce que ils raisonnent, eux, de façon plus globale, justement en sud global. Est-ce que vous avez suivi les votes à l'ONU depuis l'invasion de l'Ukraine? Ça a été une très mauvaise surprise pour l'Occident. Très mauvaise surprise pour l'Occident parce que il s'attendait à ce que tout le monde condamne unanimement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Or, le grand message du Sud global, ça a été, en dehors des Occidentaux, ça a été de dire pourquoi voulez-vous qu'on condamne quelque chose qui ne nous concerne pas, qui ne nous regarde pas. Et en tête, même si certains ont condamné pour le principe au cours du premier vote, ensuite on constate qu'à chaque vote, sanctionnant la Russie, prenant telle décision de principe contre la Russie à l'ONU, eh bien vous avez plus de la moitié qui ne votent pas les sanctions, qui ne votent pas la condamnation. Plus de la moitié. Alors, c'est pas qu'ils votent tous contre, parce qu'il y en a qui, quand même, ont besoin de l'Europe, ont besoin des États-Unis, font attention. Mais vous avez toute une partie qui s'abstient, toute une partie qui prend pas part au vote. Alors ça, c'est très fort. C'est le nouveau sport à l'ONU. On s'en va. On s'en va comme ça. On peut pas dire qu'on a voté contre, pas dire qu'on a voté pour. On s'en va. Et on s'est pas abstenu, ce qui est quand même une marque d'hostilité vis-à-vis de l'Occident. Donc on prend pas part au vote. Si vous additionnez les abstentions, pas de prise part au vote et non, eh bien il y a plus d'opposants
que de oui à la nouvelle condamnation de l'Occident. C'est très intéressant à suivre. Et donc, ça n'a pas échappé aux Russes, tout ça. Et en tête de ce mouvement, on en a parlé la dernière fois, de ce mouvement du Sud global et notamment des BRICS, vous avez des pays comme l'Arabie saoudite, à qui les Américains peuvent pas faire la leçon. Ils sont trop importants. Et avec l'évolution que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, donne à l'Arabie saoudite, il peut tout se permettre. Il peut tout se permettre, y compris de dire à Biden, écoute, non, l'augmentation du prix du pétrole, on verra. Pour l'instant, je la maintiens comme ça. Et puis le lendemain, il rencontre Poutine et il faut voir les photos de complicité entre Mohamed Ben Salman et Poutine, c'est impressionnant. Alors que quand il reçoit Biden, c'est, on peut dire, avec une certaine réserve. Il faut dire que Biden avait condamné l'Arabie saoudite pour le meurtre du journaliste Khashoggi, qui en effet avait été assassiné par les services secrets saoudiens, et assassinat que les Russes n'ont pas commenté une seconde. Une seconde. Donc, c'est toute la différence. Alors, cette Arabie saoudite qui mène son jeu au sein du Sud global, c'est très représentatif de ce que pensent tous ces pays-là. Donc, les Russes sont parfaitement conscients de ça. Et ils sont conscients également qu'avec l'Afrique noire, il y a des ponts à consolider. Et vous avez peut-être suivi il y a quelques mois, il y a eu un grand sommet africain en Russie. En Russie, vous avez 40 chefs d'État ou premiers ministres africains qui se sont déplacés en Russie pour participer à un grand forum économique, à l'invitation de Poutine lui-même. Avant que la France fasse ça, il va se passer un peu de temps. Donc pour les Russes, c'est une stratégie économique, mais aussi géopolitique. Pour les Chinois, c'est moins géostratégique. C'est avant tout économique. Il faut jamais oublier ça. Le Russe est un patriote militaire. Le Chinois, il est aussi patriote, mais le Chinois, c'est un commerçant. C'est avant tout un commerçant. Et donc, le Chinois, dès qu'il peut commercer, il y va. Si demain, il faut construire une usine de fabrication de drones en Ukraine contre les Russes, ils sont capables de le faire. Les Turcs le font en tout cas. Et les Chinois sont capables d'absolument tout dans ce domaine-là. Le régime géorgien, par exemple, la Géorgie, vous savez, est ennemie de la Russie. Eh bien, en me promenant en Géorgie l'année dernière, j'ai longé pendant des kilomètres la construction d'une nouvelle autoroute et sur lesquels travaillaient mais des milliers et des milliers de gens, tous chinois, même les panneaux étaient en chinois pendant tout le long du chantier, un chantier interminable. Enfin, pas interminable en kilomètres, pas interminable, il va être vite fait. C'est une autoroute de 300 kilomètres qui va permettre de traverser la Géorgie tranquillement entre les deux monts du Caucase. Et donc, ça va être très intéressant économiquement pour la Géorgie. Mais la Chine ne s'est pas posé une seconde la question de savoir si ça plaisait à Poutine ou pas. Ils s'en fichent complètement. Ils sont là pour faire du commerce. Et c'est exactement la même chose en Afrique, où ils marcheront pas sur les plates-bandes de Poutine. Ils seront là pour faire du commerce. Mais s'il faut faire un mauvais coup commercial, ils le feront. S'il faut empêcher un tel d'avoir tel marché de le prendre, y compris Poutine avec qui ils s'entendent très bien, ils le feront. Donc, c'est le commerce avant tout. Alors vous me direz, mais quand même, militairement, Taïwan, tout ça, oui, Taïwan. Taïwan, c'est vrai. Mais les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, comme on dit, n'oubliez pas qu'elles ne sont pas militaires du tout. Elles sont économiques, avant tout économiques. Et donc, on prête à la Chine des intentions militaires qui ne concernent au fond que leur précaré, c'est-à-dire la mer de Chine, c'est-à-dire ce qui est devant eux. Ça, oui, ça, que Taïwan soit alliés des Américains, ça les dérange. De là à ce qu'ils attaquent, ouais, je demande à voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils sont avant tout là pour faire du commerce. Donc ils ont une vision moins géopolitique parce que, en quelque sorte, c'est pas leur genre. Voilà. Et les Russes, c'est comme les Turcs, il y a toujours un peu des deux, un peu de stratégie et un peu d'économie. Voilà comment à peu près ça fonctionne. Justement, au propos des Russes en Afrique, quel rôle joue la milice, Wagner sur le continent africain? Alors, elle joue un rôle très clair. Elle aide certains régimes. Alors le premier d'entre eux, comme je l'ai dit, ça a été la République centrafricaine. Elle aide certains régimes à rester en place, déjà, elle les protège en réalité. C'est une milice de protection du régime en place avec lequel la Russie entretient de bonnes relations et donc la Russie n'a pas envie de voir ce régime changer.
Et par ailleurs, quand il y a une guérilla, et c'est arrivé, ça arrive dans d'autres pays, et donc on a des indices de la présence de combattants russes liés à Wagner au Burkina Faso, au Mali, où là, il y a des milices islamistes dans le nord de ces pays-là, et il y a une présence, alors non pas tellement de combats directs, parce qu'ils sont pas assez nombreux pour ça. Donc s'il y avait vraiment une bataille rangée entre Wagner et telle milice islamiste, ce serait un peu compliqué pour Wagner. Mais en tout cas, il y a une présence dissuasive avec un armement moderne et des gens bien payés, qui sont quelquefois d'anciens professionnels de l'armée, quelquefois non. Et c'était donc Prigogine qui était à la manœuvre sur tout ça. Et la disparition de Prigogine n'a pas entraîné la disparition de Wagner, elle a entraîné une conséquence, c'est que Wagner maintenant est davantage dans l'orbite du pouvoir, dans l'orbite du Kremlin, qu'auparavant. Donc Wagner ne bougera pas, ne prendra pas d'initiative importante sans le feu vert du Kremlin, ça c'est sûr. Mais pour autant, ils existent toujours et ils bénéficient d'une certaine autonomie. En tout cas, ils sont là pour protéger les régimes et se servir au passage. Oui, j'avais oublié de le dire, parce qu'évidemment, ils vont pas se faire payer en espèces sonnantes et trébuchantes par le palais présidentiel centrafricain. Ils se payent en quelque sorte sur la bête, c'est-à-dire qu'ils prélèvent une part de la production pour se payer avec, et plutôt bien payé. Donc ça marche bien. Donc la Russie et la Chine étendent leur influence en Afrique et exploitent des intérêts croissants. Mais les États-Unis également s'installent sur le continent et développent leurs intérêts. Quels sont-ils? Alors, les États-Unis, ils sont assez embarrassés parce que ils n'ont pas de culture de l'Afrique. Ils n'ont pas de culture du tout, d'ailleurs, d'une façon générale. Mais particulièrement l'Afrique. L'Afrique noire, nous, c'était notre atout, c'est qu'on la connaissait. On connaissait l'Afrique noire. Il y avait du temps au temps des colonies, comme disait l'autre, il y avait des écoles en France. Non, il n'y avait pas que l'école d'Extrême-Orient, il y avait aussi une école africaine pour apprendre. Et les diplomates ou les gens des services secrets, ou tout employé d'ambassade qui partait en Afrique, eh bien, à partir d'un certain niveau, il connaissait très bien là où il allait. On lui faisait des cours, il avait des années de cours quelquefois pour apprendre quelle était la tribu. Pour ceux qui connaissent Bernard Lugan, le meilleur spécialiste français de l'Afrique noire, qui doit connaître à peu près toutes les ethnies africaines par cœur, eh bien, ces diplomates des années 50, 60, ces conseillers d'ambassade en avaient une connaissance intime. Les Américains, ça n'a jamais été le cas. Parce que déjà, ils n'avaient pas ce passé historique. Alors vous me direz, les Russes et les Chinois non plus. Mais les Américains ne sont pas tellement dans une optique russe ou chinoise où on va protéger le régime, ils sont dans une optique légèrement différente où on va quand même pas laisser les Russes et les Chinois s'implanter. Les Américains ont été tentés à un moment donné de laisser tomber l'Afrique. Trop loin, trop coûteux, trop compliqué, et puis on comprend pas bien. On comprend pas bien qui sont ces gens. Et puis on leur parle de droits de l'homme, ils nous rient au nez. Bon, et puis c'est quand même compliqué. Le pétrole du Nigeria, c'est quand même très compliqué à gérer. Le pétrole d'Arabie Saoudite, c'est quand même plus simple. Et puis avec eux, on a des accords quand même très anciens. Donc, dans ce contexte-là, les Américains ont été tentés à un moment donné de laisser tomber. Ils s'y étaient intéressés pour ceux qui se rappellent de la guerre froide, ils s'y étaient intéressés évidemment pour contrer les soviétiques en Afrique. Eh bien là, retour aux sources. Retour aux sources, les Russes s'implantent, les Chinois s'implantent, les Turcs s'implantent. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de grandes puissances géopolitiques qui s'implantent, même si les Chinois c'est plus commercial que géopolitique, quand même ça compte. Et donc les Américains, c'est pour ça qu'ils sont restés au Niger, ils ont fait des pieds et des mains pour rester au Niger en laissant tomber les Français. Et c'est pour ça aussi que il se rapproche d'un certain nombre d'États, notamment les États. Alors ils sont écartés un peu du Sahel, qui est un peu compliqué en ce moment, mais ils se sont intéressés, ils s'intéressent à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui étaient notre chasse gardée avant, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, des pays comme ça,
qui ont des positions stratégiques intéressantes, hein. Ils sont au bord de la mer, il y a des débouchés. Et il y a quelques semaines, c'est pas évidemment c'est pas un hasard, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'est lui qui dirige l'Amérique hein, pour la politique extérieure, c'est bien clair. Il nous a pas échappé que Joe Biden ne décidait plus grand-chose. Euh, Et donc Anthony Blinken a fait une tournée africaine assez importante, alors que entre l'Ukraine et la Palestine, il a de quoi s'occuper, et il a été visiter tous ces pays-là. Et donc il pose ses jalons, et je ne serais pas étonné de voir que petit à petit, il y a certaines bases américaines qui s'implantent dans ces pays dits pro-occidentaux. La Côte d'Ivoire en étant vraiment un très bon exemple. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays où avant il y avait le président Houphouët-Boigny, très ami de la France et qui, après sa disparition, on a continué à gérer à peu près la Côte d'Ivoire. Puis on s'est trompé d'alliés. Enfin, c'est une histoire longue et compliquée. Et puis au bout du compte, maintenant, eh ben, on n'a plus grande importance là-bas. On n'est plus très écouté. Je serais pas étonné de voir les Américains militairement s'implanter pour surveiller de près les Russes, les Chinois et les Turcs. Ce sera un bon poste d'observation. Voilà, j'ai vu une question, quid du conflit israélo-palestinien? Si vous voulez, on peut en dire un mot, Oui, monsieur le conseiller. oui, tout à fait. Qui, Alors, oui, oui. justement, au sujet des personnes qui cherchent à se placer en arbitre de ce conflit. Alors, oui, le conflit, vous avez remarqué que ça commençait à s'enliser sérieusement, ce qui était à peu près inévitable. Donc, les Israéliens ont bombardé comme des fous la bande de Gaza, en commençant par le nord, puis le centre. Maintenant, ils s'attaquent au sud. Il y a quand même toujours plus de 2 millions de personnes, entre 2 et 2,5 millions. On n'a jamais su très bien il y a combien il y a de personnes à Gaza. Alors les gens les plus renseignés disent 2,2 millions. Bon, mettons 2,2 millions. Enfin, ça fait quand même beaucoup de monde qui sont là sous les bombes. On estime qu'il y a eu à peu près 30 000 morts par bombardement. Les Israéliens ne commandent pas ces chiffres qui sont donnés par le Hamas, mais le Hamas est la seule autorité existante dans la bande de Gaza, donc on prend ça en compte. Et certains spécialistes disent sur ces 30 000 morts, on peut estimer que le chiffre du Hamas est à peu près exact. Par contre, ils disent que ce sont 30 000 civils, ça c'est pas sûr. Et il se pourrait bien qu'il y ait 20 000 civils et 10 000 combattants du Hamas. Mettons, mettons. C'est pas ça qui va éradiquer le Hamas de toute façon. C'est pas 10 000 hommes en moins qui vont éradiquer le Hamas. Quoi qu'il en soit, l'affaire s'enlise. Les Israéliens commencent à être bien embêtés. Le Premier ministre Netanyahou, corrompu jusqu'à la moelle et qui devrait être en prison, on le sait, eh bien, pour corruption extrêmement, extrêmement active, extrêmement poussée, a intérêt à ce que la guerre dure. Parce que tant que la guerre dure, c'est l'union sacrée, comme on dit. L'expression de la guerre de 14, c'est l'union sacrée. Et donc, à ce moment-là, on fait pas de changement politique, on fait pas de nouvelles élections et on dit pas au Premier ministre de rentrer chez lui. Donc il a tout intérêt, c'est un grand cynique, hein, aucune morale Netanyahou. Donc il a tout intérêt à ce que la guerre dure. Le problème, c'est que les Israéliens perdent quand même des hommes. Alors évidemment, pas énormément, pas énormément. Ils ont dû en perdre 200 ou 300. Allez, 200 ou 300 depuis le début de l'opération de Gaza. Je mets à part les 200 ou 300 qu'ils ont perdus dans l'opération du 7 octobre. Là, ils ont perdu pas mal d'hommes aussi. Bon, mais donc 200 ou 300 à l'échelle de l'armée israélienne, ça ne compte pas, c'est pas ça qui affaiblit l'armée israélienne, mais pour l'opinion publique, puis les otages sont toujours pas libérés. Il reste quand même un certain nombre d'otages. Donc, ça s'enlise un peu. Alors, il y a un certain nombre de pays qui, eh bien, aimeraient que cela s'arrête. En premier lieu, le Qatar. Le Qatar joue un rôle fondamental là-dedans. Joue un rôle fondamental parce que c'est le bailleur de fonds du Hamas. Le Qatar, c'est un pays quand même assez islamiste, hein, dans le fond, assez islamiste, très influencé par les frères musulmans, donc très ami de la Turquie à ce titre, qui avait soutenu les milices islamistes en Syrie, comme j'ai dit tout à l'heure, très activement, et c'est le bailleur de fonds du Hamas. Donc, il donnait de l'argent à Israël, qu'il reversait au Hamas, vous voyez toute l'hypocrisie de tout le monde dans l'histoire. Et puis ensuite, eh bien, le Hamas gérait la bande de Gaza. Soit dit en passant, il ne le gérait pas facilement. Et il ne faut pas croire que le Hamas était si populaire que ça dans la bande de Gaza. L'opération du 7 octobre a tout changé. Mais jusqu'au 7 octobre, une grande partie de la population palestinienne savait très bien que les dirigeants du Hamas étaient parfaitement corrompus
que toute une partie de l'argent était détournée, que les principaux dirigeants du Hamas vivaient dans des palaces au Qatar. Donc tout ça, ça faisait beaucoup. Et que finalement, si une partie de la manne financière du Qatar était reversée à une partie de la population, c'était quand même très faible par rapport à ce que le Hamas avait reçu. Donc il ne faut pas croire que l'ensemble de la population de la bande de Gaza était véritablement fanatique du Hamas. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Par contre, les bombardements, évidemment, ont soudé tout le monde autour du Hamas. Ça, c'est sûr. On pouvait penser, c'est peut-être ce qu'on pensait les Israéliens à un moment donné, que la population allait en vouloir au Hamas. Non, ils en veulent surtout à Israël de bombarder inconsidérément et de bombarder à l'aveugle. Alors le Qatar est très embarrassé de cette situation et aimerait mettre un terme à ce bain de sang. Il est soutenu plus discrètement par l'Arabie saoudite et il est soutenu très activement par l'Égypte. Les deux pays arabes qui jouent un rôle fondamental dans l'histoire, ce sont l'Égypte et le Qatar. L'Égypte, pour une raison géographique évidente, c'est qu'il y a 2 millions de Gazaouis à ses portes, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de fuir cet enfer et d'aller en Égypte. Et vous vous doutez bien que les Égyptiens n'ont pas une seconde, l'intention de permettre à plus de 2 millions de Gazaouis d'entrer chez eux. C'est pas 2 millions, ils sont 100 millions, ils peuvent bien en prendre d'autres plus, mais c'est pour tous les ennuis que la Palestine va leur apporter. Ils vont occuper tout le Sinaï où il y avait déjà, ils ont mis des années à se débarrasser de Daesh. Il y avait un Daesh assez puissant au Sinaï. Il y a eu une guerre terrible dont on a peu parlé, et encore très récemment, hein, qui s'est terminée il y a 2 ans à peine. Et encore maintenant, il y a quelques bandes de Daesh qui restent dans le Sinaï. Donc, voir des gens du Hamas infiltrés parmi les réfugiés palestiniens, arriver par milliers chez eux, hors de question. D'autant que le Hamas, évidemment, est lié aux frères musulmans, puisqu'il est lié au Qatar. Et je vous rappelle que les frères musulmans ont été au pouvoir en Égypte, que ça s'est très mal passé, que la population égyptienne n'en pouvait plus de la dictature et de l'incompétence des frères musulmans. Et il a fallu un coup d'État de l'armée emmené par le général Sissi, devenu maréchal depuis, pour mettre un terme à cette aventure islamiste absurde. Et donc, pour les Égyptiens, hors de question de recommencer cette histoire. Donc, vous avez le Qatar qui est bien embêté parce qu'il a une responsabilité morale très forte dans l'affaire, et vous avez l'Égypte bien embêtée parce que stratégiquement, il y a 2 millions de Gazaouis. Donc, eux font pression et sur le Hamas et sur l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, celle qui gère la Cisjordanie avec son dirigeant de 90 ans, Mahmoud ah, son nom m'échappe, pardon. Bref, Abbas, Mahmoud Abbas. Ça ressemblait à Hamas, donc ma langue est fourchée, pardon. Mahmoud Abbas, donc corrompu lui aussi jusqu'à la moelle, comme ça il n'y a pas de problème. Il a non pas 90, mais 88 ans, enfin quand même. Et il faut négocier avec ces gens-là pour préparer l'après, l'après-opération israélienne, tout en ne sachant pas à quel moment elle va intervenir. Donc, il faut préparer L'après, l'après-opération israélienne. Qui va diriger Gaza? Qui va administrer Gaza? Ça ne peut plus être le Hamas. Les Israéliens ne le toléreront jamais. Ça ne peut pas être l'autorité palestinienne parce qu'elle est trop corrompue, tout le monde le sait, et que de toute façon, le Hamas s'y oppose. Il faut l'accord du Hamas et il faut l'accord de l'autorité palestinienne, sachant que le Hamas et l'autorité palestinienne ne s'entendent pas. Vous voyez l'affaire. C'est l'Orient compliqué. Là, c'est particulièrement compliqué. Les Américains, eux aussi, sont bien embêtés dans l'histoire, et c'est le troisième grand intervenant. Le troisième grand intervenant sont les États-Unis, parce que à la fois, ils donnent des armes à flux tendu aux Israéliens pour que les Israéliens puissent continuer à bombarder, parce qu'ils ne lâcheront jamais les Israéliens sur le plan de l'armement, mais en même temps, ils sont quand même extrêmement gênés de ce qui se passe. Quand il y a de plus en plus de dirigeants arabes qui disent ça suffit, halte au massacre, certains parlent de génocide, là, ils sont un peu effrayés parce que ce Sud global, eh bien, est encore en train d'en vouloir aux États-Unis et de se retirer. Les Russes et les Chinois, eux, appellent au cessez-le-feu tous les jours. Donc, eux ont la part belle dans l'histoire. Donc, les trois sont bien embarrassés et aimeraient trouver une solution. Donc, États-Unis, Qatar, Égypte, ils sont au cœur du jeu. Je vous parle même pas de l'Europe, c'est fini, c'est terminé. On n'existe pas. Personne ne s'intéresse à la pensée européenne sur le sujet, si tant est qu'il y en ait une. Donc voilà où on en est, avec encore une grande incertitude parce que l'opération militaire n'est pas terminée. Quand se terminera-t-elle et comment?
Évidemment, on ne le sait pas, mais ça peut prendre un certain temps. Et ensuite, alors les dernières nouvelles disaient qu'il faudrait trouver des technos palestiniens qui ne soient liés ni avec l'autorité palestinienne, ni avec le Hamas, qui soient quand même respectés, là, ce qu'on appelle issus de la population civile en quelque sorte. Alors ça peut être des économistes, le il y a beaucoup d'intellectuels en Palestine. Il y a deux ou trois facultés qui fonctionnaient dans la bande de Gaza et dans Cisjordanie, qui étaient d'un bon niveau. Et donc, vous avez largement les ressources techniques pour faire diriger la bande de Gaza par des technos palestiniens qui sauront être raisonnables, ne pas ne pas attaquer, ne pas organiser une attaque contre Israël et ne pas non plus gaspiller l'argent envoyé par le Qatar. Donc c'est une option pour l'instant, mais tant que la guerre continue, de toute façon, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible cette option. Donc ça discute, ça se téléphone beaucoup, ça se rencontre, les services secrets des uns et des autres sont à la manœuvre, les services secrets américains et les services secrets égyptiens surtout sont très présents dans la bande de Gaza, et entre diplomates, on se rencontre beaucoup secrètement et on essaye de mettre ça au point selon le schéma que je viens de vous indiquer, mais évidemment la situation est très mouvante. Très bien, bah S'il y en a. écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, et en tout cas merci de votre attention. Et j'ai des messages très gentils que je lis et donc qui me poussent à accepter d'avance votre prochaine invitation. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt alors.